les sans-papiers, déjà, c'est un mot. Ce sont des clandestins, déjà. Hein. C'est des gens qui ont des papiers, mais d'un autre pays. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même réponse, tu vois. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai entendu Besançon parler d'une sans-papière, il disait, tu vois. Là, c'est vraiment c'est le niveau zéro, quoi. Alors moi, ce qui m'intéresse avec les sans-papiers, c'est de découvrir que quand tu parles, quand tu donnes le micro à un intellectuel ou à un politique progressiste d'un pays d'Afrique, il te dit que c'est une catastrophe et qu'ils sont contre. Il dit, l'histoire des sans-papiers, c'est vider les forces vives de nos pays, alors que nous sommes déjà en sous-effectif. Parce qu'il faut pas oublier que le gros problème de l'Afrique, c'est la sous-population. Hein. C'est le continent le moins peuplé. Hein. Et en réalité, moi, ce que j'aimerais répondre à Besancenot, c'est que les Africains d'Afrique n'en lui ont rien demandé, et qui sont contre la logique d'attirer les forces vives de ces pays-là pour en faire les esclaves effectivement du MEDEF et comment dirais-je, l'alibi humanitaire de la carrière mondaine de Besancenot. Donc tu vois, c'est posé comme ça, la réponse est déjà définitive. Les leaders progressistes africains sont absolument contre qu'on vide leur pays de leurs forces vives. Et le commentaire qu'on peut faire de ça, qui est un commentaire humaniste absolu, c'est que le destin d'un mâle de 20 ans malien est de devenir un homme prospère au Mali, et non pas celui qui vide nos poubelles et qui permet, si tu veux, aux bobos du Marais de se sentir compassionnel pour pas cher, tu vois. Et surtout pour moins cher d'ailleurs, hein, parce que c'est ça la clé, tu vois. Donc, la politique du sans-papier, c'est le niveau zéro de la politique, on le sait. On sait très bien effectivement que c'est l'alibi humaniste du mondialisme voulu par le capital, hein, et que ça participe intégralement au credo libéral, dont je le rappelle pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que le libéralisme, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes en fonction des besoins du marché. Hein, et que toute autre variable est considérée comme obsolète, aliénante, rétrograde, etc. Donc, de toute façon, le fait que des populations subsahariennes viennent en France, c'est pas du tourisme, c'est pas du voyage d'agrément, ou c'est pas le désir individuel de découvrir le vaste monde, comme dans un roman initiatique de Voltaire, tu vois. C'est des gars qui fuient la misère au risque de leur vie, parce que la misère a été relativement organisée dans leur pays par une domination économique qui d'ailleurs n'a pas de domination de nos peuples, mais souvent de nos multinationales. Et il vient là pour servir, pour faire du dumping social, accueilli d'ailleurs, comme le disait très bien Francis Bouygues à l'époque, il avait l'honnêteté de le dire qu'il en avait besoin, et fournissant, si tu veux, les bonnes œuvres à la bourgeoisie de gauche, parce que la bourgeoisie de gauche ne veut pas avoir les mêmes bonnes œuvres que la catholicité de droite, tu vois. Mais ce sont quand même des bonnes œuvres, c'est-à-dire que les sans-papiers, c'est les bonnes œuvres de la bourgeoisie de gauche, et on ne doit jamais confondre les bonnes œuvres et la justice sociale. Et pour quelqu'un qui a une vraie conscience progressiste, enfin une vraie conscience de gauche, parce que je parle à ces gens-là, il n'y a rien de plus répugnant que les bonnes œuvres, comme alibi du bien. Tu vois, c'est la dame patronnesse qui distribue des vêtements aux enfants miséreux des taudis, dont les loyers reviennent directement à son mari, qui en plus les fait travailler comme prolétaires sous-payés dans ses usines. Enfin, tu vois, on est là-dedans. Et Besancenot participe à cette arnaque totale. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il le sait ou est-ce qu'il ne le sait pas? Comme disait Balzac, c'est la part de crétin et de canaille en lui, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est un marxiste un tout petit peu formé, il sait très bien en gros que la régularisation des sans-papiers et la volonté de tous les patronats libéraux d'Europe, c'est ce que veut Madelin, c'est ce que veut Berlusconi, c'est ce que voulaient Zapatero, même si en ce moment ils ont même des petits problèmes de submersion qui vont leur poser des problèmes économiques graves, et que finalement, personne dans le monde des affaires n'est contre l'immigration clandestine et l'immigration choisie. Je vais répondre sérieusement et pas du tout de façon polémique. La sensibilité identitaire est totalement légitime. Aujourd'hui, il y a les destructions d'identité. On voit très bien que le mondialisme est un système de mixage de toutes les identités afin d'en produire une seule et qui soit une non-identité. Et donc, si tu veux, le réflexe identitaire est totalement légitime. Après, le problème, c'est les réponses, tu vois, qui sont apportées. Alors, les identitaires, c'est d'ailleurs pas par hasard qu'ils sont à Nice, en Alsace, parce que les identitaires d'Île-de-France, ça serait beaucoup compliqué pour eux. Ils ont une conception allemande de l'identité, hein, une conception Völkisch. Et là, si tu veux, c'est une formule que je pense assez brillante, mais j'invite les gens après à la développer eux-mêmes. Quand on a une conception allemande de l'identité en France, ça conduit à se soumettre à la conception anglaise de l'identité. Tu vois, c'est-à-dire mettre beaucoup de race et d'ethnisme dans l'identité française conduit finalement au communautarisme anglais. Or moi, je suis un identitaire français. Hein, et l'identité française, elle existe, et elle existe depuis bien avant la Révolution française. C'est une tradition qui est
qui est plus ouverte, qui est moins raciale, tu vois, qui est ce qui s'appelle d'ailleurs l'universalisme français, et qui en plus est un modèle civilisationnel, qui est peut-être un des trois modèles sérieux qui existent, avec le modèle justement communautaire capitaliste anglo-saxon, ce modèle universaliste français, et puis peut-être la Oumma islamia, le modèle musulman. En fait, il n'y a pas 36 modèles qui ont essaimé comme ça. Et nous avons converti l'Allemagne, l'Italie et des tas de pays même du tiers-monde à ce modèle-là, y compris l'Algérie du FLN. Sans Jean-Jacques Rousseau, ça leur serait jamais venu. Et moi, je suis en fait un identitaire français. Voilà, je me sens identitaire français. Et je dis aux identitaires, vous êtes des identitaires allemands qui allaient amener la France à se soumettre au modèle identitaire anglais. Et puis si je vais aller un peu plus loin, étant donné que ce sont des séparatistes régionaux et très anti-nationaux, finalement, leur vision du monde est exactement celle des Länder que veulent nous imposer l'Union européenne. Donc je me dis à un moment donné, vous prétendez résister contre le pouvoir. Or, ce pouvoir, aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne veut casser les nations et mettre en place des Länder européens. Or, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte ou pas, mais les identitaires de ce point de vue-là sont un peu les idiots utiles de l'Union européenne parce qu'ils accélèrent en fait le processus. Et croyant lutter contre la balkanisation de la France, ils accélèrent le processus puisqu'ils demandent des regroupements ethniques. Et donc, en fait, c'est un peu comme le rôle qu'a joué malgré Milosevic dans la stratégie de destruction de la Yougoslavie par les Allemands et les Américains. Finalement, au lieu d'incarner la fédération yougoslave de Tito, il a incarné une grande Serbie ethno-raciale qui a permis d'en faire le méchant de service et d'accélérer au nom de ça la destruction de la Yougoslavie. C'est pas ce qu'il voulait sans doute, mais c'est un peu comme ça que ça a fonctionné. C'est-à-dire que finalement, les identitaires croient lutter contre l'éclatement ethnique de la France, mais en fait, ils y contribuent, puisqu'en fait, ils veulent qu'on se regroupe maintenant par origine ethno-raciale, ce qui a abouti forcément à un moment donné à abandonner la Seine-Saint-Denis, qui deviendra la République islamique de Seine-Saint-Denis. Or moi, par mon désir de sauver à tout prix l'universalisme français, que je ne réduis pas à l'assimilationnisme chauvetmentiste, après c'est encore un autre sujet, c'est un peu plus complexe que ça, je défends l'identité française et l'identité française, pas une autre, et j'essaye de lutter contre le projet de destruction de la France et de balkanisation de la France, qui est le projet de l'Empire, c'est-à-dire de l'Empire anglo-saxon, qui est le modèle alternatif au nôtre et qui nous a toujours haïs et qui a toujours voulu nous détruire, car nos vrais ennemis sont les Anglais et leur prolongement aujourd'hui en Amérique. Et j'essaye de leur résister, et j'ai bien compris dans ce sens-là que l'islamisation n'est qu'une stratégie et une conséquence du projet de domination anglo-saxonne et du projet de destruction du modèle français. Si on veut régler le problème de l'islamisation de la France, il faut régler le problème de la domination américano-sioniste sur la France. Ça c'est clair. Donc, et quand je parle avec les identitaires sérieusement, ils sont d'accord à peu près, ils sont à peu près d'accord là-dessus. Mais ils te disent notre clientèle ne peut pas comprendre un discours aussi raffiné. Ils ont besoin, tu comprends, de foncer dans le chiffon rouge. C'est trop compliqué pour eux de charger de charger le torero, et puis ce sont des taureaux, c'est-à-dire qu'ils admettent un peu que leur clientèle est un peu bête, tu vois. Moi, je n'ai pas envie de cette démagogie-là, et nous avons chez nous des gens qui d'ailleurs, effectivement, sont plutôt des gens intellectuellement de bon niveau, qui nous rejoignent, et qui effectivement ont bien compris cette astuce. Et là d'ailleurs, je voudrais lancer un petit message à M. Dantec, puisqu'on avait à un moment donné une espèce de petit échange avec Dantec, qui lui prétendait que pour sauver les églises orthodoxes dans les Balkans, il fallait être derrière l'armée américaine. J'ai toujours dit à Dantec que soit il était un imbécile, soit il était un escroc, parce que c'est les Américains qui poussaient l'islamisation des Balkans. Et aujourd'hui, avec l'indépendance du Kosovo, sous l'égide de l'ONU, avec des mafieux albanais qui agitent des petits drapeaux anglais et américains, je n'entends plus parler Dantec. Il est évident aujourd'hui que si on veut sauver la chrétienté européenne, il faudra s'appuyer sur les Russes et surtout pas sur les Américains, qui ont justement pour projet de détruire cette chrétienté européenne en se servant de l'islam, mais en se servant de l'islam comme une arme contre nous, au-delà même des intentions des musulmans. Et c'est ça la réalité des choses. Et moi, je dis que celui qui est sur la ligne Dantec, derrière les Américains pour lutter contre l'islamisation, est soit un type qui n'a pas compris, en ce cas-là, on fait l'histoire lui démontre, notamment avec ce qui se passe avec les Russes en ce moment, de plus en plus que c'est ça la bonne analyse, et s'il continue comme Dantec à donner des interviews au Jérusalem Post, c'est qu'en fait, il va à la gamelle et que c'est un escroc. Et je pense qu'il mérite à ce moment-là d'être sanctionné, c'est-à-dire d'être déshonoré, ce qui va être son cas, parce que les types qui marchaient derrière lui en pensant qu'ils voulaient sauver l'Occident chrétien, notamment
dans la région des Balkans. On comprend à peu près aujourd'hui qu'il s'était moqué d'eux. Et d'ailleurs, il ne dit plus rien. J'aimerais savoir ce que M. Dantec a à nous dire sur Poutine et sur la Russie poutinienne. Je pense qu'il va être un peu emmerdé. Voilà. Donc c'est aussi les petites victoires. Quand on est sérieux et qu'on ne fait pas de concessions, on a des victoires tardives, mais on finit par les avoir. Hein, parce que les processus historiques s'accomplissent et la vérité se fait jour. Quoi. Voilà, donc là, j'ai un peu bouclé la difficile question de l'identité. Et qu'on nous fait passer un agressé pour un agresseur, puisqu'en réalité, les musulmans aujourd'hui résistent en tant que monde, si tant est qu'il existe, à la mise au pas capitaliste anglo-saxonne. Hein, je veux dire, ils sont en train ils sont en train d'y être soumis, après qu'on ait soumis la monarchie capétienne, puis les Hohenzollern, puis les Habsbourg, puis les Romanov, et en fait, ils résistent à la soumission. Je ne sais pas s'ils y arriveront ou pas. Hein, et quand on additionne tout ça, je n'ai pas le cœur, pas l'immoralité, pas le cynisme, pas l'immoralité de m'attaquer à l'islam. Voilà, je ne le fais pas. Voilà. On aspire à s'élever socialement et on aspire au luxe, au confort, etc. Donc tu as une fascination pour la bourgeoisie vue de l'extérieur, et puis après tu te rends compte que le confort de la bourgeoisie, tu ne peux pas l'avoir sans choper la vérole morale. Tu vois, tu ne peux pas dissocier les deux. Tu ne peux pas en être et pas en être. Tu vois, donc à un moment donné, tu as le confort et la laideur morale. Et en fait, la laideur morale, quand tu es dans quelqu'un qui aime les idées et sans doute qui a un fort instinct moral, est un inconfort bien plus grand que le confort matériel, si tu veux, que tu procures la bourgeoisie. Tu vois. C'est-à-dire que c'est bien plus ennuyeux de dîner dans un grand restaurant avec des connards et des salopards, si tu veux, que de dîner avec des potes sympas dans un petit boui-boui. Tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, tu te dis, c'est dommage, parce que le rêve, ce serait de dîner dans un restaurant avec des potes sympas, mais pour ça, il faudra reprendre le pouvoir. Tu vois. Et d'où le processus révolutionnaire, quelque part. Tu vois. Ouais, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bon, bah, c'est pas possible, quoi. C'est comme comment passer à la télé sans mentir, tu vois. À un moment donné, tu te dis, je voudrais passer à la télé pour dire la vérité. Chaque fois, et tu te rends compte que pour passer à la télé, tu dois mentir. À un moment, tu te dis, je préfère ne plus passer à la télé plutôt que passer à la télé pour mentir. Alors, aujourd'hui, le deal, il est là, tu vois. Et c'est toujours cette problématique bourgeoise qui est quand même la classe de la dissimulation et du mensonge, tu sais, la classe qui te dit que le problème, c'est pas le meurtre, c'est le sang sur les mains, tu vois. C'est ça l'essence même de la bourgeoisie. La faute de goût, c'est pas de déclencher la cascade meurtrière, c'est d'arriver à table avec du sang sur les mains, tu vois. Alors que la morale, c'est le contraire. Tu dois assumer de tuer toi-même, tu vois. Au moins, celui qui a tué lui-même, il a commis un acte viril, il y a un acte de responsabilité. Le bourgeois, c'est pas vu, pas pris, tu vois. C'est la délégation, et c'est, comment dirais-je, l'esthétique de la plénitude et l'apparence de la propreté, tu vois. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, comment dirais-je, la respectabilité bourgeoise, tu vois. C'est le portrait de Dorian Gray, tu vois. C'est une apparence impeccable derrière laquelle il n'y a que vérole, tu vois. Et, et surtout, ce qui m'a beaucoup perturbé en découvrant ça, c'est quand, par exemple, j'incrustais Castel, etc., c'est que les enfants de la bourgeoisie intègrent très vite cette laideur qui se connaissent très vite intuitivement le prix de la cooptation bourgeoise. C'est-à-dire le luxe passera par la laideur, tu vois. Ils le savent et ils l'admettent très jeunes. Ce qui fait qu'il y a un truc très étonnant chez les bourgeois, c'est qu'ils ont exactement le profil psychologique des vieux, tu vois. En fait, un jeune bourgeois, c'est un vieux. Il a une vision du monde de vieux, tu sais, en termes de cynisme, en termes de capacité d'acceptation de la laideur du monde, tu sais, de ce qu'on appelle, ce que j'appelle le renoncement, mais qu'on appelle, tu sais, devenir adulte, tu sais. Devenir adulte, c'est ça, c'est accepter le monde, quoi, tu vois. Et tout ça additionné fait que quand tu vois des jeunes bourgeois qui ont déjà une mentalité de vieux, c'est-à-dire désabusés, sans flamme, etc., l'angoisse que tu ressens dans un dîner mondain avec des gens, je te dis, qui ressemblent tous à des figurants dans le bal des vampires, etc., tu as un désir de lutte, enfin de lutte contre, un désir de dire la vérité aux gens qui sont dehors, ça ne sert à rien d'y aller, ça n'a pas d'intérêt, un désir de châtiment sans doute, et surtout ouais, le sentiment que la vie est ailleurs. Tu vois, j'en ai beaucoup parlé avec Dieudonné de ça, il est exactement d'accord avec moi. Il m'a dit, à un moment donné, je préfère être un être digne et conscient de lui-même, tu vois, qui peut se regarder dans une glace, dans un petit théâtre avec 200 personnes, que faire le Zénith et terminer comme Jamel Debbouze, tu vois. Bigard d'ailleurs, tu vois, qui se pose encore la question, il est d'accord avec Dieudonné, mais il n'en a pas le courage, tu vois ce que je veux dire.
qui est mieux que rien d'ailleurs. Tu vois. Donc voilà. Et puis surtout la description de la laideur bourgeoise est toute l'histoire de la littérature bourgeoise. Elle est consubstantielle à la conscience douloureuse de la bourgeoisie. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que c'est plus Balzac. Le Balzac décrit par le menu de A à Z la spécificité et la laideur bourgeoise, cette espèce de violence qui n'est pas du tout la violence de la féodalité guerrière, mais une violence dérivée, sans sang, silencieuse, etc., très très angoissante, très abjecte. Et toujours pareil, indirect, avec les intermédiaires, cette espèce de schéma triangulaire. Aujourd'hui, on a une littérature très dévoyée bourgeoise qui fait plutôt l'apologie, plus cynique que désabusée, de la laideur bourgeoise. Hein. On est de plus en plus, on voit l'apologie de la bourgeoisie, et puis surtout dans les magazines féminins. Quand tu regardes les magazines People, c'est l'apologie de la bourgeoisie pour que le peuple rêve d'en être, tu vois. C'est-à-dire que la ménagère chez le coiffeur qui voit les élites dans le coin VIP, tu vois ce que je veux dire, et de dire mon rêve c'est dans le coin VIP, tu vois ce que je veux dire. Et là il y a un vrai travail de destruction de la conscience populaire, de cet esprit très sain qui a toujours été quand même de prendre la bourgeoisie pour ce qu'elle était, que tu vois dans les films même de De Funès jusqu'aux années 60, tu vois. Le bourgeois est toujours montré comme le bourgeois, tu vois. Et là aujourd'hui on est dans une période avec le bling bling, ce qu'on appelle l'hyperclasse, et tout ça d'ailleurs est beaucoup promu par les Attali et compagnie, de nous faire respecter cette bourgeoisie parasite, inculte en plus, vulgaire, etc., comme on devait respecter les élites aristocratiques sous l'Ancien Régime, tu vois. Tu vois, c'est la nouvelle noblesse. Enfin, c'est la nouvelle aristocratie, c'est une aristocratie sans noblesse devant laquelle nous devons nous prosterner, comme l'ancienne aristocratie de l'époque de la monarchie théocratique. Or, si à un moment donné les gens se sont soumis à la noblesse, c'est parce qu'elle était réellement noble, tu vois. Et quand à un moment donné la Révolution française est arrivée, c'est qu'elle remplissait plus les critères. Elle n'était plus que parasitaire, dévoyée, bourgeoise d'ailleurs dans ses valeurs. Ils étaient tous fascinés par les Lumières et par l'encyclopédie. Mais aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous demande effectivement d'admirer et d'être fasciné par cette bourgeoisie qui n'a jamais été aussi ignoble, comme devait l'être la petite paysannerie catholique par la haute aristocratie au XVIIe siècle, tu vois, même pas au XVIIIe, tu vois. Il y a un vrai travail, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi je tiens une espèce de discours comme ça de critique de la bourgeoisie, je vois des gens qui ont 25 ans aujourd'hui, ils pensent que c'est de la jalousie, tu vois, c'est de la jalousie. Ils comprennent pas, tu vois, de l'aigreur, de l'inadaptation, de la ringardise, tu vois. Ils comprennent pas du tout les ressorts moraux et civilisationnels qu'il y a derrière, tu vois. Alors je dis pas que c'est tout le monde, mais il y en a pas mal, tu vois, notamment ceux qui ont fait des écoles de gestion américaines et qui sont très contents de séjourner à Londres et qui adorent aller dans des spas, tu vois se dire, il y a tout cet univers-là, et tout ça, ouais, légitime effectivement un processus révolutionnaire, il n'y a pas de problème, rien que pour cette raison morale, la révolution reste à faire, tu vois, en dehors même de toute question de gestion géopolitique, etc. Il faut bien, pour ne pas être dans une espèce de violence ou d'hystérie de la théorie du complot, de voir que beaucoup de gens qui participent à une domination de type collectif n'ont pas conscience et le font comme des petits soldats inconscients. Mais par contre, il y a des gens qui en ont conscience, et c'est comme dans l'armée. C'est-à-dire que le deuxième pompe fait ce qu'on lui dit de faire. Il ne sait pas quel est le projet belliqueux de l'armée. Le caporal en sait un peu plus, le général en sait beaucoup plus, mais par contre, il est aussi sous les donneurs d'ordre des politiques. Et les politiques eux-mêmes exécutent, comment dirais-je, la volonté des financiers. Donc il y a réellement une distribution des responsabilités, des sas, ce qui fait qu'à un moment donné, il est difficile de reprocher au deuxième pompe la méchanceté et la violence du détenteur du capital qui a donné l'ordre au général, qui a donné l'ordre au capitaine. Mais pourtant, c'est pas au nom de ça que tu dois te laisser tuer par le simple soldat, ou ne pas tirer le premier s'il est face à toi avec un fusil. Et donc là, il y a toute une espèce de problème aporétique de responsabilité collective, responsabilité individuelle, conscience collective, conscience individuelle. Et c'est sans solution. C'est-à-dire qu'individuellement, aucun membre de l'organisation n'est responsable de la violence de l'organisation, mais pourtant, il y participe. Et cette organisation est hyper violente à cause de la petite violence additionnelle de tous ses membres. Et tu vois, c'est comme ça que fonctionnent les mafias. Et c'est très compliqué sur la question morale. C'est de savoir... d'ailleurs, tu es face à un soldat allemand, il est deuxième classe comme toi, tu dis est-ce que je dois tuer ce pauvre mec, il y est pour rien, il me veut pas de mal, on l'a obligé à y aller, mais pourtant c'est lui ou moi, tu vois. Et c'est assez horrible, je pense, cette question-là, tu vois. Et c'est évident qu'à un moment donné, la justice serait d'aller effectivement s'attaquer aux donneurs d'ordre. Et dans les persécutions,
c'est toujours les deuxièmes pompes qui payent, parce que les donneurs d'ordre s'en sortent toujours avant que ça chauffe, tu vois. Donc il y a un énorme problème et une énorme immoralité de la relation responsabilité collective, responsabilité individuelle, comment dirais-je, hiérarchisation de la conscience et des responsabilités, et une énorme laideur du monde qui fait que ce sont toujours les petits exécutants semi-inconscients des systèmes hiérarchiques de domination qui payent pour les donneurs d'ordre de la domination qui, eux, ne morflent très rarement. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça le symbole de la décapitation de Louis XVI ou de l'exécution des Romanov. C'est qu'il faut de temps en temps que celui qui est au sommet symbolique de la hiérarchie de domination et de persécution, si tu veux, crève, tu vois, pour qu'on reparte sur une remise à zéro et qu'on reparte sur une saine base de justice, tu vois. Voilà. Et voilà, donc, cette question-là est une question éternelle, quoi. C'est-à-dire, c'est la question de... Effectivement, dois-je détester le Boche, tu vois, pendant la guerre de 40? Dois-je tuer le père de famille Boche, tu vois? C'est quand même une régression étape par étape du niveau d'intelligence, de traitement. Et là, on arrive à un truc, c'est la manière dont l'Empire qui prétend incarner l'héritage des Grecs, qui prétend incarner le logos, est le grand destructeur du logos. Parce que pour qu'aujourd'hui contrôler ce qu'ils appellent soi-disant les citoyens des démocraties, voilà, il faut effectivement un abrutissement très 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 profond des individus. C'est-à-dire pour que quelqu'un gobe au premier degré toute la réécriture de l'affaire des 10 morts d'Afghanistan, il faut qu'il ait atteint un niveau, enfin, il faut qu'il soit descendu très bas dans les niveaux de conscience. Hein. Et on voit bien que le travail de la société, des médias et même des éducateurs éducatifs, hein, c'est un truc, c'est de faire descendre ce niveau chaque jour un peu plus bas quand même, pour la soumission. Quoi. Et alors là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une limite anthropologique à l'abrutissement? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une révolte où il y a un sens, comment dirais-je, un sens de la raison minimum qui fait qu'à un moment donné, l'individu s'en rend compte et se révolte parce que ce niveau de raison est tombé tellement bas qu'elle le met en danger lui-même pour sa propre survie, tu vois, organique et mécanique, tu vois. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un seuil, tu vois, avec après un système d'alerte, tu vois, où même l'abruti le plus abruti, à un moment donné, ne peut pas accepter de se jeter par la fenêtre, tu vois. Il a toi même conscience qu'il y a des mécanismes rationnels minimums, comme les lois de la gravitation, des choses comme ça, tu vois. Tu te dis, est-ce qu'on peut arriver vraiment jusqu'au bout à faire croire à un mec qui fait jour quand il fait nuit, sous prétexte que le commentateur de la télé, ça peut être même Roselmack, tu vois, il peut même être noir, lui dit qu'il fait jour alors qu'il fait nuit, ou qu'il y a du réchauffement climatique alors qu'il n'a jamais autant plu, il n'a jamais autant fait froid quand on veut partir en vacances, tu vois, et qu'il y a de la sécheresse alors qu'il fait que pleuvoir, enfin tu vois, ça c'est une question. Est-ce qu'il y a un seuil, après quoi il y a une alerte et une révolte, tu vois, et ça c'est en cours, on va le vérifier. Parce que moi j'avais écrit un bouquin qui s'appelle Jusqu'où va-t-on descendre, avec l'idée que là on est quand même descendu très très bas. Je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps, enfin c'est 2002, on a encore dégringolé de plusieurs degrés de l'échelle. Et moi je me rappelle quand j'étais gamin, on me disait que les Américains étaient un pays de plouc, où un mec pouvait mettre un costume avec des chaussures de sport, ça nous paraissait... Et quand on voyait, si tu veux, à l'époque, très peu d'ailleurs, les élections américaines, on en voyait 2 minutes, où on voyait des chanteurs avec des espèces de cons qui faisaient des plaisanteries grasses et stupides, tu vois, et on se disait, nous avons quand même une civilisation bien plus élevée. C'est-à-dire qu'on pensait, si tu veux, que c'était des primitifs par rapport à nous. Alors en réalité, c'était notre avenir, tu vois. Et la phrase, c'est pourquoi tu t'intéresses encore à ces merdes? T'as vu comme ils sont cons, tu vois ce que je veux dire? T'entends ça systématiquement, tu vois. Je l'ai entendu, j'espère que ça tourne encore là. Ouais. Je l'ai entendu chez Henri Weber, ce genre de phrase. Tu vois, avant de rentrer à RTL dans une émission, il croit que comme je suis au PC, il me prend pour un con ou un collabo qui a déjà signé. Il est sénateur, ancien 68 art, tu vois, de cette grande bourgeoisie cosmopolite, etc. Et on commence à parler effectivement des difficultés de la classe ouvrière, puis il fait avec un sourire, il fait mais la France est un pays de cocagne, tu vois. C'est-à-dire de dire ces gros cons sont gavés jusqu'à la gueule, tu vois. Tu vois, ils ne méritent pas, je veux dire, tu vois, et là tu sens le mépris de classe intégrale, tu vois, alors que le mec est censé défendre la classe ouvrière depuis toujours, tu vois. Et là, le mec il jouit quand il dit ça, tu vois, et il croit en plus qu'il te lance un clin d'œil, tu vois. Tu sais, la connivence des enculés, quoi, tu vois. Alors tu lui en mets plein la gueule pendant l'émission, puis après t'es jamais réinvité. Enfin, j'ai été viré de l'émission, enfin, j'étais chroniqueur à cette émission de RTL, j'ai été viré dès la deuxième émission, tu vois. Donc c'est-à-dire que pour que je puisse revenir, il fallait en plus que je lui lèche le cul, tu vois. Et je le savais. Et j'ai perdu 1400 francs que je gagnais en 1 heure, tu vois. Alors que j'ai des problèmes de survie, tu vois. Je sais pas si tu vois donc ça rejoint la question de la force. C'est comment les punir pour ça, tu vois, plus tard. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment la main, tu vois.